Donc, comment est-ce qu'on peut aller à des températures plus basses? Donc, vous pouvez imaginer que vous avez un gaz ici, d'atomes très, très dilué. En fait, c'est 1000 fois moins dense que l'air. D'accord? Les atomes qu'ils utilisent ici. Puis là, ils envoient un laser comme ça, un laser comme ça, un laser comme ça, un laser comme ça, puis deux autres dans la troisième dimension. D'accord? Puis l'idée, c'est la suivante. C'est que, disons qu'il y a une transition atomique ou nucléaire, en fait, n'importe quelle transition quantique dans ces niveaux-là. Donc, et puis que l'énergie du laser, donc H bar oméga, est quelque chose comme ça qui ne permet pas tout à fait de faire la transition. Mais quand l'atome se déplace, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un effet Doppler. Donc, si l'atome se déplace vers la lumière, la fréquence va avoir l'air plus grande, puis il va y avoir une transition. Donc, l'atome va absorber un photon, puis un photon, ça a une quantité de mouvement, donc il va, si vous voulez, reculer. Puis quand il va réémettre le photon, il va le réémettre dans n'importe quelle direction. Donc, il va regagner une quantité de mouvement, mais dans n'importe quelle direction. Donc, tous ces lasers-là, ils agissent de façon systématique pour ralentir les atomes. Et puis, avec ces méthodes-là, on peut atteindre, je n'ai pas regardé le record aujourd'hui, mais déjà, disons, en 1999, 1997, 1995. Donc, en 1995, ils ont observé la condensation de Bose-Einstein. Donc, qu'est-ce que c'est la condensation de Bose-Einstein? Simplement que les particules, il y a deux sortes de particules, les bosons et les fermions. Les bosons, ils peuvent être plusieurs dans le même état quantique, puis les fermions, ils peuvent en avoir juste un dans le même état quantique. Donc, dans la condensation de Bose-Einstein, ce qui arrive, c'est que la température est tellement basse que tous les atomes sont dans le même état atomique. Puis, c'est comme si on avait de la matière, finalement, qui était dans un état ondulatoire. C'est l'équivalent matière du laser. Le laser, c'est tous les photons qui se mettent dans un état qu'on appelle cohérent. Puis ça, c'est l'analogue pour la matière. Puis la prédiction pour ça, c'est Einstein en 1925. Donc, ça a pris 70 ans quand même pour découvrir ça. Donc, 1997, 1999, c'est d'autres choses qui ont été vues, parfois par les fermions, parfois sur les bosons. Mais des températures qu'on atteignait déjà à cette époque-là, c'est 290, attention, nanokelvin. OK? Donc, 290 fois 10 à la moins 9 Kelvin. Donc, on n'atteint jamais le zéro, mais on est vraiment pas mal proche. Si vous regardez la première image qu'il y a au début de ce Moodle, en haut complètement, c'est une image justement de ce système-là qui permet de piéger les atomes. Il n'y a pas juste les lasers, ça donne qu'il y a aussi des champs magnétiques qui aident à la chose, mais bon, sans rentrer dans les détails, l'idée importante, c'est que carrément, on ralentit les atomes avec des lasers. Ça s'appelle une mélasse optique. Monsieur, j'ai une question. Oui, oui. Là, on parle beaucoup de particules à très basse température, mais à très haute température, est-ce qu'il se passe des choses... je veux dire, y a-tu... Ben, en tout cas, je me demande si à très haute température, il y a des choses intéressantes aussi. Là. Oui, oui, bonne question. Effectivement, à haute température, il y a aussi des choses intéressantes, comme par exemple le soleil. D'accord? Donc, si on regarde dans le soleil, dans le cœur, il y a des réactions nucléaires de fusion. Ouais, puis ça, c'est dans des millions de degrés Kelvin.
Puis là, avant que la lumière se rende à la surface, elle se refroidit. Donc, des millions de degrés Kelvin, ça correspond à des rayons gamma. Puis ensuite, il y a des collisions, etc. Puis ça finit par ralentir. À la surface, donc c'est à l'équilibre thermique. Puis là, c'est autour de 5000 Kelvin. Mais vous voyez, le 5000 Kelvin, le gaz à 5000 Kelvin, en gros, on peut le traiter comme un gaz de particules indépendantes, mais pas complètement, dans le sens où c'est tellement chaud que en gros, les électrons et les noyaux ne sont pas très bien liés ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle un plasma. Puis donc, il y a des projets pour faire de la fusion nucléaire pour générer de l'énergie. Ça, c'est toute la physique des plasmas, qui est aussi très compliquée parce que c'est bon, des très, très hautes températures, mais à cause des forces de Coulomb qui sont à longue portée, ça devient des problèmes qui sont très, très difficiles à traiter. Mais à basse température, il y a encore beaucoup plus de variétés parce que là, il y a la supraconductivité, il y a des cristaux liquides, toutes sortes de choses, des nouveaux états de la matière finalement qui apparaissent et ils sont beaucoup plus nombreux qu'à très, très haute température. Puis bientôt, je vais donner un exemple où on utilise ce qu'on connaît des hautes températures pour trouver quelque chose d'intéressant sur l'entropie. Ça va? Ça répond à la question. N'arrive pas, les questions, c'est toujours bienvenu. Même si je ne vous dis pas, avez-vous des questions, là, vous pouvez m'interrompre facilement. OK. Donc, est-ce que j'oublie quelque chose encore? On va aller vers des exemples. Ah non, non, OK. Je vais d'abord vous montrer que la capacité calorifique est plus grande que 0. Donc, la capacité calorifique à volume constant, attendez, je vais changer de couleur. Donc, la capacité calorifique à volume constant, c'est égal à dE dt à volume constant. Et vous vous souvenez que ça, c'est une exception. En général, la capacité calorifique, c'est toujours T ds dt à volume constant, mais si on est à volume constant, on n'aura pas de travail fait par la pression. Donc, TdS est égal à dE. Mais c'est une exception. D'accord? On ne peut pas toujours écrire dE dt ici. C'est seulement quand il n'y a pas d'autre travail qui est fait. Maintenant, si on regarde dt dE, dt dE à volume constant, c'est égal à dt d bêta. Vous savez que bêta, c'est 1 sur kBt, fois d bêta dE. Donc, comme bêta, c'est 1 sur kBt, ça fait moins 1 sur kb t carré. Puis bêta, c'était égal à d log oméga dE. Donc, ça, c'est d carré log oméga dE carré. Pourquoi? Parce que la dérivée première, c'est bêta qui est égal à d log oméga d bêta. D log oméga dE, pardon. Ça va? Tout le monde est content avec ça? Maintenant, vous souvenez-vous du signe de d log de oméga dE au carré, puis pourquoi ça ce signe-là? Un signe négatif, non? Oui, c'est négatif. C'est toujours négatif. Pourquoi? Parce que E est au dénominateur? Oui, donc effectivement, on avait montré au chapitre 2 sur des principes très, très généraux que log de oméga
c'est proportionnel à F log de E sur F. Ce qui fait que D log oméga DE, c'est F sur E. Puis D carré log oméga DE carré, c'est égal à moins F sur E carré. D'accord? Donc, on a un signe moins ici. Mais il y a une raison encore plus fondamentale, c'est que si vous regardez la probabilité, quand je divise mon système en deux, je regarde un contact thermique, puis vous regardez la probabilité d'avoir une certaine énergie. Vous vous souvenez que j'ai fait un développement de Taylor pour trouver la probabilité, puis ça donnait une gaussienne. Mais pour avoir une gaussienne, hein, il faut que les fluctuations donc, soient moins probables que la valeur la plus probable. Puis, ce qui était en avant quand je regardais la distribution de probabilité, j'avais exponentielle de plus d carré log oméga dE carré. Puis là, j'avais la même chose pour l'autre. Il y avait deux systèmes, donc j'avais la même chose pour l'autre système. Mais considérons-en juste un pour le moment. C'était ça la forme de la gaussienne. Ouais, parce que c'est un développement de Taylor. Donc ça, c'est mieux d'être négatif. Si ce n'est pas négatif, qu'est-ce qui arrive? Bien, mon système est instable. Donc, c'est l'existence de l'équilibre thermodynamique qui implique le signe de ça, qui implique que CV, c'est une quantité qui est plus grande que 0. Puis, une fois qu'on a prouvé ça, bien, on est correct parce que pourquoi? Parce que CP, c'est plus grand que CV, plus grand ou égal à CV. En fait, c'est rarement égal, mais donc, ça veut dire que toutes les capacités calorifiques doivent être positives pour des questions de stabilité thermodynamique. Vous voyez, c'est fort, ça, quand même. Parce que ça s'applique à n'importe quelle substance où on peut définir la capacité calorifique, qui est une propriété à l'équilibre. Donc, la thermodynamique, ou la physique statistique en général, ça implique plein de relations exactes, universelles, pour toute la matière. Donc, c'est bien. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Votre exponentielle. Pardon? On va voir d'où elle vient l'exponentielle en bas. Ça, c'était la probabilité. Je vais retrouver mon crayon. Donc ça, c'est quand j'ai écrit P de E égale oméga de E fois oméga de E0 moins E pour un contact thermique divisé par oméga total. Puis, il y a une constante ici. Puis ensuite, j'ai fait un développement de Taylor de ça ici. Et pour faire le développement de Taylor, il faut que je fasse le développement de l'exponentielle du log. Hein, le développement de Taylor d'oméga de E direct, ça ne marche pas. Mais l'exponentielle du log d'oméga, là, je peux faire le développement du log autour de la valeur la plus probable, E tilde. Donc, le premier terme de la série de Taylor, ça va rentrer dans la constante. Le deuxième terme, qui est la dérivée au premier ordre, ça va être 0 parce que je cherche un maximum. Par définition, c'est 0 maximum. La dérivée seconde, ben, elle vient ici. Puis elle me donne la probabilité que l'énergie ne prenne pas sa valeur la plus probable. Ça va? Ça vous rappelle les souvenirs maintenant? C'est bon? Merci. OK. Donc, ça nous permet de faire des liens avec le chapitre 2. C'est bon, là, ça nous rappelle qu'est-ce qui est arrivé. OK.